Et on n'a pas trouvé de date, et chaque fois qu'il voulait, alors j'étais là, j'étais pas là, c'était très compliqué. Et finalement, c'est tombé sur Yom HaShoah. Alors là, je ne veux pas tomber mieux. Donc je suis doublement ému. Je suis ému parce que je suis là pour Serge, et je suis ému parce que je suis là dans ce jour de commémoration où j'ai perdu la moitié de ma famille, donc c'est très particulier. Et en fait, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui me lie à Serge? Qu'est-ce que Serge et moi avions en commun? Bonjour Raymond. Alors, oui, c'est ce qui s'appelle une entrée discrète. Alors je me suis dit... Bonjour Raymond. Ah oui, j'aurais pu faire semblant, je ne l'avais pas vu. Hein. En fait, tu vois, je me suis dit qu'au fond, si j'essaie de rationaliser, hein, parce que Serge et moi, qu'est-ce qui nous a réunis? Bon, c'est le fait qu'on soit juif, c'est le fait qu'on est fait sioniste, qu'on est sioniste, on a fait l'Aliyah. Ça, c'est trois choses très importantes. Et chacun juif à sa façon, mais juif foncièrement, à 100%. Puis il y a la francophonie, le français, qui est aussi une espèce de patrie culturelle et spirituelle. Notre amour du graphisme et de la bande dessinée. Et puis finalement, j'ai trouvé que ça faisait vraiment énorme, ça fait vraiment beaucoup de choses, et au fond, quand on rationalise, ça paraît un petit peu terre à terre. Je ne sais pas pourquoi j'étais tellement attaché à ça. Chaque fois qu'on se voyait, alors que je ne prie pas dans sa synagogue, je prie dans une autre, tu le sais, et qu'on n'a sûrement pas les mêmes idées sur beaucoup de choses, pourtant il y avait quelque chose de cœur qui ne s'explique pas. Vraiment, ça ne s'explique pas. Et chaque fois qu'on se voyait, c'était une étreinte sincère, une conversation, on arrivait dans le vif du sujet. C'était jamais comment ça va, comment vont les enfants, et on n'attendait pas la réponse. C'était toujours une demi-heure. On ne posait pas les questions pour les poser, on les posait parce qu'on voulait avoir la réponse. Voilà, donc je suis vraiment très, très content et très ému d'être là ce soir. Maintenant, c'est vrai, tu parles de ce livre, c'est vrai, il est sorti en France il y a 2 ans. Hein, j'ai amené l'édition française, ça s'appelle Deuxième Génération. Et c'est un livre... En fait, bon, de quoi est-ce que j'entends parler depuis 24 heures à la radio et dans les médias en Israël? C'est de mémoire et transmission. On est en train de se poser la question. Dans ce tournant où les survivants disparaissent les uns après les autres, comment la transmission de la mémoire de la Shoah va être transmise quand ils seront tous partis? Parce que ça va arriver. Et on se rend bien compte que les personnes qui sont interviewées à ce sujet-là, j'ai quitté une émission de télé pour venir ici. Là, il y avait Dov Eichenwald, qui est le directeur en chef des éditions Yediot Aharonot. Il y avait une interview avec Shlomo Arsi et Yair Lapid, qui sont fils d'eux. Il y avait Yona Elian, l'actrice de théâtre, qui est fille d'eux. En fait, la question, on la pose à ma génération. On demande à ma génération comment est-ce qu'on va faire pour perpétrer la mémoire et pour transmettre ce qu'on essaie de transmettre sur la Shoah. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Mais la vérité, c'est que quand j'ai fait ce livre, ce n'est pas cette question que je me suis posée. Je me suis posé une question totalement différente. La question que je me suis posée, c'est qu'en fait, en Israël, quand on dit d'orchémie, on a l'impression qu'on sait de quoi on parle. Quand on dit en France deuxième génération, on me demande, d'ailleurs, quand j'ai décidé que je voulais appeler ce livre deuxième génération, je trouvais que c'était le titre le plus juste et le plus fort. Après quelques heures, à Dargo, ils sont revenus à moi, ils m'ont dit il faut un sous-titre. C'est pas clair, deuxième génération, de quoi? En France, ça n'a pas le même poids. En Belgique, non plus. Ici, en Israël, il n'y a pas deux manières. C'est pas une génération Microsoft, de Macintosh, c'est une génération de la Shoah, c'est clair. Mais ce qui m'a poussé à le faire, c'est qu'au fond, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, et je n'y avais jamais vraiment répondu. En quoi suis-je deuxième génération? En quoi ça s'exprime dans mon vécu? Est-ce qu'il y a des particularités? C'est vrai que s'il y a une chose dont je me suis rendu compte en Israël, étant donné qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les enfants de la deuxième génération, qui sont aujourd'hui plus ou moins sexagénaires, il y a énormément de points communs entre nous. Et ces points communs sont comment est-ce qu'on s'est comporté avec nos parents? De quelle manière le fait que même s'ils ne nous le racontaient pas, on savait qu'ils avaient tellement souffert d'une façon tellement indicible, on a vécu autour d'eux, et ça me touche moi et ça touche beaucoup des amis que j'ai, on a marché sur des œufs autour de nos parents, pour ne pas leur faire de peine. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas ajouter de la peine à la peine qu'ils ont eue.
Moi, j'ai passé mon enfance et après mon adolescence avec une crise d'adolescence que j'ai étouffée parce que je ne voulais pas faire des étincelles. J'ai passé mon enfance à satisfaire mon papa pour qu'il soit content. Et chaque fois, il me disait « Tu as ma revanche sur Hitler ». Quand j'étais premier de la classe, que je lui amenais mon beau bulletin, il le signait avec une signature plus grande que celle du prof et disait « Tu as ma revanche sur Hitler ». Donc il fallait que je sois tout le temps la correction de ce qui n'a pas pu être, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de mon père, je vais vous la faire courte, mais bon, à 14 ans, quand il avait 14 ans, les nazis ont envahi la Belgique, ils ont fui dans la zone libre de France, ils ont été dénoncés, ils ont été arrêtés par la milice, ils ont été dans un camp à Rivesaltes, dont ils ont pu partir en soudoyant les gardiens, parce qu'il y avait moyen d'être en contact avec l'extérieur. Une tante de mon père de Paris est venue les prendre en taxi et les a sortis du camp de Rivesaltes. Et ils se sont cachés à Paris, chez elle. Et puis finalement, d'après ce que je comprends, parce que mon père n'a pas pu vraiment donner l'explication, ils ont dû rester quelques semaines dans une mansarde chez elle. Et ils se sont dit, Paris est occupé, Bruxelles est occupée, on doit porter l'étoile partout. Alors au lieu de vivre au crochet de sa belle-sœur, mon grand-père a décidé d'aller retravailler à Bruxelles. Il était ailleurs. Il est reparti à Bruxelles. S'il n'avait pas été arrêté à Bruxelles en 1942, il aurait été arrêté à Paris. S'il n'avait pas été pris dans la première rafle qui a pris les Belges, les Juifs de Belgique, il aurait été dans celle de Veldiv ou dans une autre. Bref. Et nous, enfants, on était 4 dans la famille, parce que pour mon père, après la guerre, il a voulu faire une grande famille, il a voulu prouver à Hitler que le nom de Kishka ne s'était pas éteint et ne s'éteindra jamais. Donc il a voulu avoir des fils qui portaient ce nom. J'ai été son premier fils porteur du nom. Donc j'avais une grande sœur, moi, une petite sœur et un petit frère. On était 4, et il y en avait 2 qui étaient la garantie de la prolongation de ce nom sur Terre. Pendant toute notre enfance et notre adolescence, mon père ne nous a rien raconté. Il ne nous a rien raconté, et ça ne m'a jamais gêné. Ça ne m'a jamais gêné parce que, vu que je savais qu'il avait été dans les camps, parce qu'il le disait tout le temps, j'ai été dans les camps. Ça, c'était tous les jours. Et il avait toujours les chemises retroussées, et je savais qu'il avait là-bas un tatouage. Je n'ai jamais lu les chiffres qu'il avait sur le bras. J'avais peur quand j'étais gosse. J'avais peur de lire ces chiffres-là. Mais je savais que c'était une marque indélébile de quelque chose qu'on ne pouvait pas raconter. D'ailleurs, une grande majorité des survivants, d'ailleurs j'ai entendu aujourd'hui dans les discussions à Galitzan une chose très intéressante. Il y a des gens qui ne veulent plus qu'on appelle les Nitzolé Shoah, Nitzolé Shoah. J'ai entendu dire, un survivant dire, il faut nous appeler sordis. On est des sordés Shoah et pas des Nitzolé. C'est pas uniquement sémantique, c'est beaucoup plus profond que la sémantique. Bref. Il y a 20 ans, j'ai fait un dessin où j'ai voulu dessiner mon père avec son numéro sur le bras. Et j'ai réalisé en faisant ce dessin que je ne connaissais pas son numéro. Je lui ai téléphoné, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé à Bruxelles. Je lui ai dit, papa, comment ça va? Papa, c'est quoi ton numéro? Il m'a dit 177789, pourquoi? Je dis parce que j'ai un dessin à faire et je voulais mettre ce numéro dans le dessin. Il m'a dit très bien. Donc il savait. Je ne pouvais pas lui demander son numéro de téléphone vu que j'étais en train de l'appeler sur son numéro de téléphone. Je n'allais pas lui demander son numéro de chaussure, je sais quelque chose du 45. Donc, ça pouvait être que ça. Il me l'a dit et après il m'a demandé pourquoi. Il ne m'a pas dit pourquoi d'abord. C'était évident, il était content que je le lui demande. Depuis, à la loterie nationale, c'est les chiffres que je mets, j'ai jamais rien gagné. Donc vous savez. Mais lui a gagné un gros lot. Il a eu sa vie. C'est déjà pas mal. Alors, la mémoire et la transmission. Je vais vous surprendre tous. Souvent, quand on a commencé à présenter ce livre en France, dans les médias, quand la presse s'est intéressée à ce livre, il y a 2 ans, quand il est sorti, je me suis retrouvé un jour dans une conférence où il y avait plusieurs journalistes, et un journaliste me dit, viens, je vais te présenter à mes collègues. Il y avait 6-7 journalistes à une table ronde. Il m'a dit, je vous présente Michel Kishka, il a fait un livre formidable sur son père. Je dis non, c'est pas sur mon père. Il m'a dit, enfin, il a fait un livre sur la Shoah. Je dis non, c'est pas sur la Shoah. Alors tous les 6 ont dit, ah, mais c'est sur quoi ton livre? Je dis, c'est sur moi, mais c'est pas sur moi. C'est sur ma génération. Au fond, j'ai voulu essayer de trouver quel était le code génétique de la génération à laquelle j'appartiens.
Et en fait, j'ai commencé à, pour faire ce livre, à aller chercher dans mes souvenirs d'enfance. Parce que c'est vrai, j'ai grandi, pas dans une grande ville en Belgique, j'ai grandi à Liège. Quand j'étais gosse, c'était une ville importante. Aujourd'hui, c'est devenu une ville pauvre. À l'époque, c'était le cœur de l'économie belge. C'était le centre de la sidérurgie et du charbon. Donc c'était vraiment quelque chose de très très fort. J'habitais une ville, j'habitais pas à Liège. J'habitais à Liège comme les gens de Mévaceret disent quand ils sont en Inde et qu'ils sont de Jérusalem. J'habitais dans une ville qui s'appelle Serein, qui était la ville la plus polluée de Belgique. Et la plus noire. Vraiment, on habitait, c'était des maisons d'ouvriers et tout était noir de suie et de charbon. C'était incroyable. Et dans cette ville-là, il y avait une petite communauté totalement homogène. Tout le monde était polonais d'origine. Tous nos grands-parents avaient immigré de la Pologne dans l'entre-deux-guerres pour suivre les pogroms. Ils parlaient tous yiddish entre eux. Et c'est le jour où je suis arrivé en Israël où j'ai fait mon alia. Pas le jour, mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. Il m'a demandé comment tu t'appelles. On veut savoir. Ah, tu t'appelles Cohen, donc on sait d'où tu viens. J'ai dit Kishka. Ah, t'es Vouzvouz. J'ai dit c'est quoi Vouzvouz? Il m'a dit mais c'est Ashkenaz. J'ai dit pardon, c'est quoi Ashkenaz? Je ne savais même pas qu'il y avait. Pour moi, juif, c'était comme ça. C'était polonais qui mange des cornichons et qui parle en yiddish. Voilà, c'était. Et qui boit de la vodka. C'est du schnapps. Je ne savais pas qu'il y avait une autre façon de juif. Donc, dans ma petite ville, il n'y avait pas d'école juive. Il y avait un petit foyer juif. Il y avait une petite synagogue juive. Mais moi, j'ai grandi en dehors de tout ça. J'ai vraiment grandi en dehors. Mon éducation, elle a été. C'est l'école. C'est pas la République belge, hein, parce que c'était un royaume. Hein. C'était le royaume du roi Baudouin. Un empire colonial. C'est là que j'ai grandi. J'ai cherché donc vraiment à comprendre tout ce qui m'a formé, tout ce que j'ai ressenti à travers mon père. Alors, vu qu'il ne me racontait pas, j'allais dans sa bibliothèque. Par exemple, le soir, quand on était à table, tous les soirs, il y avait une soupe chaude. Je dis à mon père aujourd'hui pour le taquiner, parce qu'aujourd'hui, on en parle et on peut se taquiner là-dessus, qu'en fait, il avait l'habitude de la soupe dans les camps. On attendait, on faisait la queue avec sa gamelle. Il lui faut une soupe. Sans soupe, c'est comme s'il n'y avait pas eu de repas. Il mangeait sa soupe et il disait toujours « Cette soupe me rappelle Auschwitz. » Vous savez pourquoi, les enfants? Alors il fallait qu'un de nous dise « Non, papa ». C'était toujours moi, je dis « Non, papa ». Et il répondait « Parce qu'à Auschwitz, cette soupe-là, on pouvait juste en rêver. Parce qu'il n'y avait pas cette soupe-là à Auschwitz. » Donc c'était une façon de nous dire « N'oubliez pas que j'y ai été et que j'en suis sorti, mais je ne savais rien. » Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais dans sa bibliothèque. Il avait à côté de Zola et de Flaubert et de Gorky et de Pouchkine et de Dostoïevski, il avait une étagère de livres sur la Shoah. Mais en 1960, quand j'avais 6 ans, quand j'étais en CP, il y avait à l'époque peu de livres sur la Shoah. Aujourd'hui, on ne sait plus où les mettre tellement qu'il y en a. Il n'y avait pas encore, à part Yad Vashem, de mémorial de la Shoah, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Washington. C'était encore un sujet auquel on hésitait de toucher. Ça faisait que 15 ans que la guerre était finie. On n'avait pas les connaissances, on n'avait pas la perspective, on n'avait pas accès à toutes les archives auxquelles on a eu accès progressivement. C'est vraiment devenu un sujet d'étude. Aujourd'hui, c'est un sujet d'étude. Mais dans les livres qu'il avait, il y avait des photos. Des photos qui avaient été prises par principalement les Américains. Mon père a été libéré de Buchenwald le 11 avril 1945 par l'armée du général Patton. Donc il était... Buchenwald, c'était plus à l'ouest. Donc il y a ceux qui ont été libérés à l'est par l'armée rouge et ceux qui ont été libérés par l'armée américaine. Et moi, je regardais dans les photos que les Américains ont pris à la libération de Dachau, à la libération de Buchenwald. Est-ce que je peux voir mon père dans une photo? Je sentais qu'il fallait que je le voie pour croire à cette histoire. Tellement que c'était inconcevable. Jamais je l'ai vu dans une photo. Et jamais ça a été suffisamment palpable pour moi. En plus, et ça c'est une chose qui caractérise ma génération, mais évidemment, ça caractérise tous les peuples qui ont beaucoup souffert. Mais enfin, là, on est là, c'est Erev HaShoah. On ne va pas parler de tous les peuples ce soir. Mais moi, j'ai beaucoup de compassion pour les autres peuples qui souffrent et qui ont souffert. On n'a pas de tombeau de nos grands-parents. Il n'y a pas de jour de l'an. L'idée, c'est de mon grand-père et de ma grand-mère. Je ne savais pas comment ils s'appelaient. Je ne savais pas quand ils étaient nés. Je ne sais pas quelle date ils sont morts. Il y a quand même, il y a une bougie là. Il n'y avait jamais de bougie chez moi.
On ne savait pas, on ne savait rien. On a vécu, et ça caractérise ces générations à laquelle j'appartiens, souvent avec une demi-famille. Tous les garçons qui étaient avec moi sur les bancs de l'école, mais ils avaient un grand-père et une grand-mère de chaque côté. Moi, j'avais que d'un côté. C'était pas les meilleurs. Les meilleurs, ils étaient partis. Non, ils étaient pas mal. Mais d'après mon père, les siens étaient mieux. Bref. Toujours est-il que mémoire et transmission, j'ai pris 2-3 notes pour rester dans ma ligne. Et tu me feras signe avec le temps où j'en suis, hein, s'il te plaît. En fait, voilà justement ce que tu fais ce soir, Béla, ce que tu fais ce soir. C'est non seulement la mémoire et la transmission, mais c'est aussi Iloï Neshama. Nous, on n'a pas eu ça dans ma famille. On n'a jamais eu ça. On ne savait rien. Il n'y avait pas de Iloï Neshama. Mais ce livre, c'est ça qui va vous surprendre. Je ne l'ai pas fait pour mon père. Je ne l'ai pas fait pour mon grand-père, ma grand-mère et mes tantes. Je l'ai fait pour moi, d'abord. Et je l'ai fait pour mon petit frère. Parce qu'au cœur de ce livre, il y a une histoire d'une tragédie familiale. Si vous l'avez lu, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vais vous le raconter. Mais il y a plein d'autres choses que je ne vous dirai pas. En 88, notre petit frère s'est suicidé. Et ça a été une tragédie familiale absolument incroyable. Mais moi, si je devais expliquer vraiment pourquoi j'ai fait ce livre, je vais vous le raconter parce que c'est ça qui est au cœur du livre. Il y a, disons, 3 grandes parties. La première partie, c'est mon enfance et mon adolescence. Et il y a plein d'humour. Il y a plein d'humour, c'est très marrant, et je voulais que ce soit marrant. La troisième partie, je suis en Israël, j'ai fait mon alerte, je suis marié avec Olivia, j'ai des enfants. Et mon père est devenu un témoin qui parle et il n'arrête pas de parler. Et au milieu, il y a le suicide de Charlie. Mon petit frère s'appelait Charlie. Et pourquoi c'est tellement important que ce soit au milieu? Parce que c'est le jour du premier soir de la Shiva. Et donc c'était fin octobre 88. C'est ce soir-là que mon père a commencé à parler de lui, de son histoire. Moi, je suis venu d'Israël, à Bruxelles, pour enterrer mon frère et pour faire la Shiva. J'avais des notions de ce que c'était une Shiva, parce que malheureusement, j'avais dû faire ça en Israël. Avant mon alia, j'avais jamais dû confronter la mort de quelqu'un d'autre. Et je savais que dans la Shiva, il y a aussi ce côté extraordinaire, à part les prières, c'est où tout le monde se réunit, où on parle, on sort les albums de famille, on rit. Il y a des Shivas où on rigole, on pleure. Et c'est vrai, c'est un processus qui dure une semaine, qui est obligatoire. Quand des fois, il y a une Shiva qui est supprimée parce qu'il y a une fête, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et moi, je sais que j'ai personnellement joué des rôles très importants dans les Shivas de quelques personnes qui attendaient que je venais parce qu'ils savaient qu'on allait rigoler. Donc j'ai compris que ça avait quelque chose de thérapeutique, que c'était une transition. Il y a la Shiva, il y a le mois, il y a l'année. C'est pas à vous que je vais raconter ça. Tout ça, je l'ai appris ici, je ne le savais pas avant. J'arrive donc en Belgique en me disant, je vais aller faire le deuil de mon petit frère. On va parler de lui. On va raconter des choses. Chacun va évoquer, on va mettre des souvenirs sur la table. Et à la place de ça, à ma grande surprise, les surprises, c'est pas le mot juste, j'étais complètement stupéfait. J'entends mon père, devant les amis qui étaient restés, après les prières, beaucoup de gens étaient repartis, et restaient des amis, en fait, c'était des amis de notre âge. On a tous été à la Chomère à Tsaïr en Belgique, c'était le mouvement qu'il y avait à Liège. Toi, tu as eu de la chance, à Anvers, tu en avais d'autres. Nous, on avait que la Chomère, à Bruxelles, pardon. À Bruxelles et à Anvers, il y avait le Dror, le Bétard, à Noirationnais, le Néativa et la Chomère. À Liège, c'était une tellement petite communauté, et pourtant c'est marrant que ce soit la Chomère qui ait pris racine à Liège, il n'y avait pas un seul socialiste dans la communauté. C'était tous des capitalistes. Ils étaient tous schmatologues diplômés, en post-doctorat. Et finalement, j'entends mon père parler, et je ne comprends pas. Évidemment, je l'ai compris longtemps après. Je ne comprends pas comment il n'a pas honte. Mais vraiment, c'est le mot que j'utilise. Comment il n'a pas honte de parler de lui alors qu'on est là pour écouter et parler de mon petit frère. Pourquoi maintenant? Ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement contrarié, ça m'a tellement énervé que je ne l'ai pas écouté. Alors que ça faisait des années que je voulais entendre l'histoire de mon père. Il ne l'avait pas encore écrite. Il a écrit son histoire en 2004. Tiens, j'aurais dû amener son livre, mais c'est pas grave, j'y ai pas pensé.
Donc, je suis là, je vois tous les amis accrochés à ses paroles, pendus à ses lèvres. Et mon père raconte dans la chronologie tout ce qui s'est passé. Et je suis là, je suis tellement dans un état, je ne parviens pas à me contrôler, je suis sorti de la pièce. Pendant une semaine, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas voulu écouter. Je n'ai pas voulu savoir. Il m'envoyait peu de temps après, ça c'est une chose qu'il faut que je me raconte aussi, peu de temps après, le bruit a été répandu dans la communauté. Mon père est de Bruxelles, à Bruxelles, qui savait très bien parler. Il peut raconter son histoire en français, en flamand, en allemand, en anglais et en yiddish. Il suffit de le mettre sur le bon mode de fonctionnement. Et il démarre au quart du tour. Et il aime parler. Il est devenu un très bon orateur avec le temps. Et petit à petit, dans l'éducation nationale en Belgique, dans la communauté juive, dans la fondation qui s'appelle Fondation Auschwitz, mais en hébreu c'est Keren Lecheker HaShoah, c'est ça que c'est la fondation juive. On a dit, Monsieur Kishka, on a besoin de survivants pour aller témoigner dans des écoles, pour accompagner des groupes à Auschwitz, à Treblinka. Est-ce que vous voulez? Et mon père a dit oui. Il avait à l'époque 60 ans et quelques, il avait pris sa retraite anticipée. Il avait eu droit à une retraite anticipée en tant que prisonnier de guerre. La retraite était à 65 ans. Il a reçu une lettre officielle du gouvernement belge comme quoi il avait le droit de la prendre à 60 ans. Il l'a pris un mois avant ses 60 ans, tellement qu'il était pressé d'arrêter de vendre les schmattès et de commencer à faire ce qu'il avait toujours voulu faire, c'était dessiner. Mon père, ça je ne vous l'ai pas dit, voulait être dessinateur. Il dessinait très très bien. Avant la guerre, il avait vu en 1936 Blanche-Neige de Walt Disney. Il lisait Mickey Mouse, c'était un magazine qui existe toujours d'ailleurs. Il adorait ça. Après la guerre, quand il a rencontré ma mère en 1948 à Bruxelles, elle a vu des dessins qu'il était parvenu à confier à des voisins quand ils ont été arrêtés. Et ma mère a dit, mais il faut que tu ailles étudier. Et il a fait 1 an de cours du soir aux Beaux-Arts de Bruxelles, mais ma grande sœur aînée, il a fallu qu'il gagne sa vie. Le métier d'artiste, c'était pas tout à fait ça qui convenait pour faire vivre la petite famille. Et finalement, mon père a arrêté ses études et n'est jamais devenu le dessinateur qu'il aurait voulu être. Alors non seulement il avait la frustration de son histoire familiale, mais il n'a pas pu réaliser sa vocation. En fait. Voilà, c'est ça que ça s'appelle. Et moi, j'ai eu la chance de recevoir tous ces gènes. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est que j'ai sa santé, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il vient de fêter 88 ans, le 14 avril, et vous savez où il l'a fêté? À Auschwitz. Il était avec un groupe qui l'accompagnait, c'était le soir du Seder. Il s'était engagé des mois à l'avance. Il n'avait pas vu dans son agenda, il a un agenda belge. Les agendas en Belgique, il n'est pas marqué RF Pessah le 14. Et il s'est engagé, et quand il a su que c'était le Seder, il a dit, pour moi, la sortie de Buchenwald, c'est plus important que la sortie d'Égypte. Je vais à Auschwitz avec l'école. Et c'est là que 100 lycéens de 16 ans, et 16 ans c'est l'âge qu'il avait quand il a été arrêté par la Gestapo, lui ont chanté Bon anniversaire. Là-bas. Et pour lui, c'est terriblement symbolique et significatif, et fort et puissant. D'ailleurs, il y a quelques personnes ici qui ont eu l'occasion de le voir. Hein. Je me souviens, on était en vieille ville. C'est pour ses 80 ans. Voilà. On était tous dans le Rova Yehudi, et tout le monde lui a chanté pour l'anniversaire. Toi, je me souviens, tu avais chanté à tue-tête. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour lui. Mais j'en reviens un peu au suicide de Charlie. Qu'est-ce que j'ai compris 20 ans après? Et vraiment, il m'a fallu 20 ans. Presque 20 ans. J'ai compris, parce que j'en ai voulu. J'en ai vraiment beaucoup voulu à mon père, mais vu que je suis un gentil fils, et que j'ai été élevé à être un enfant modèle, je ne lui ai jamais dit que je lui en voulais. Il n'a jamais senti que je lui en voulais. Il n'a jamais pu percevoir ça, ni entre les lignes de lettres que je lui écrivais, ni dans une chose que je lui disais. Par contre, lui qui a commencé à aller à Auschwitz, voulait que je vienne avec lui, il voulait que je l'accompagne. Mais je n'étais pas en état de pouvoir l'accompagner. Non seulement je lui en voulais d'avoir, il faut que je le dise dans un français poli, mais il m'avait vraiment gâché la Shiva de mon frère. Il m'avait gâché la Shiva de mon frère. Je suis reparti de Belgique sans avoir fait le deuil de mon petit frère et il m'a fallu 3 ans pour le faire.
Il m'a fallu 3 ans pour faire son processus en moi. Mon père, c'est un petit détail qu'il n'y a pas dans le livre, mais je vous le donne quand même, c'est lui qui a découvert mon frère sur son lit avec son pistolet à la main. Il est arrivé chez lui avant la police. Et la police lui avait demandé de ne pas rentrer, ils avaient mis les scellés sur les portes, sur l'appartement, et mon père a compris que son fils était là, et il a forcé la porte. Et je pense, et c'est ce que j'écris dans le livre, je pense que depuis sa libération de Buchenwald, il n'avait plus vu à mort. Et pendant les 3 ans et demi où il était dans les camps, il en avait vu tous les jours. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens le jour de la libération? En fait, le jour de la libération, sur 11 avril 1945, pour les Allemands, c'était la débâcle. Et ils s'enfuyaient. Et ils s'enfuyaient avec leur Luger à la main. Et tous les Juifs qui étaient debout, ils leur tiraient dedans. Comme ça, à la derrière. Mon père a vu ça. Il s'est dit tellement proche de la libération, mourir, il s'est jeté sur un tas de morts. Et il a fait le mort. Et c'est ça qui l'a sauvé. Bref, je pense, et je ne veux pas faire de la psychologie à 5 sous, ni à 2 grouchis, je pense que cette image, ça a été un traumatisme tel, son plus jeune fils, que ça a brisé le barrage en une seule fois. Je pense qu'il était parvenu à tellement bien enfuir son histoire, à tellement bien enfuir ses frustrations, à tellement bien enfuir sa douleur, que finalement ça a été un choc tel que ça a libéré l'autre traumatisme. Et finalement, et c'est ça tout l'intérêt en fait, et tout le processus que j'ai suivi personnellement, de questionnement interne pour comprendre mon père, et pour me comprendre moi et ma génération, c'est que finalement, à partir du moment où mon père a parlé, à partir du moment où il est devenu témoin officiel de la Shoah, mon père est connu aujourd'hui, il est Monsieur Shoah en Belgique. Parce qu'en plus, il est parmi les jeunes témoins. Beaucoup des témoins qui témoignaient avant ne sont déjà plus là. Il a un voisin, dans l'immeuble où il habitait, Léon Finkelstein, qui était dans la résistance juive de Belgique, qui a été torturé par la Gestapo, qui était témoin, mais il avait 5 ans de plus que lui, il est mort à 92 ans. Donc mon père est resté parmi ceux qui peuvent témoigner encore dans la force de l'âge. C'est ça finalement, c'est le fait qu'il ait commencé à témoigner qui a été le début de son processus de reconstruction. Mon père est sorti des camps un homme brisé. Il était orphelin, il avait 19 ans, moins 3 jours, puisque c'est le 14 avril, son anniversaire. Il pesait 30 kilos. Il ne savait plus, lui, les générations. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui étaient avec moi à Liège, qui m'ont dit « Merci d'avoir raconté notre histoire ». Comme si c'était l'histoire de tous. Et donc moi j'étais très bien dans ce bunker. Elle est sortie. Mais évidemment, je l'ai faite en français parce qu'il y a un grand marché de la bande dessinée en France. Et un tout petit marché de la BD en Israël. Et je savais que je ne trouverais pas un éditeur en Israël capable de supporter ce projet pendant une année. Je ne m'appelle pas Amos Oz. En France, oui, j'ai trouvé une édition d'Argo, c'est pas la moindre des maisons d'édition. Mais moi, mon but, c'était de le traduire en hébreu. Je voulais que ça paraisse en hébreu. Là, pour traduire, c'est possible. Donc, dès que c'est sorti en hébreu, je me suis dit, tous les gens qui me connaissent, les Israéliens avec lesquels j'ai étudié, j'ai grandi, avec lesquels je travaille, qui connaissent le visage de Michel Kishka souriant, qui fait des caricatures, qui est marrant, qui a toujours le mot pour rire, ils vont comprendre d'où ça vient tout ça. Parce que finalement, il y a une chose que je raconte à une page du livre, et là c'est vraiment la fin de ces 8 minutes. Là, ces pages dans l'édition française, c'est page 38. Un jour, je devais avoir 5 ou 6 ans, mon père m'a pris sur ses genoux dans la cuisine. Je devais être seul avec lui à la maison, je ne me souviens pas trop du contexte, et il m'a dessiné, il a pris une feuille, il a pris un crayon, et il m'a dessiné un nazi grotesque et ridicule. Il l'a fait marchant au pas doigt. Au lieu d'un casque, il avait un pot de chambre qui débordait, qui coulait. Il avait un nez retroussé et ça coulait, il avait un rhume. Il avait des dents de lapin. Au lieu d'un fusil, il avait un balai de sorcière. Au lieu d'un uniforme, il avait un boxer à fleurs. Et il criait Heil Hitler à tue-tête. Et à chaque détail qu'il ajoutait, j'éclatais de rire. J'avais jamais vu mon père dessiner.
Je réalisais qu'il dessinait très très bien. Et je pense, sans le savoir, je ne pense pas qu'il se rendait compte. Il m'a vraiment fait passer le témoin. Il m'a vraiment dit, pas Arbeit macht frei, le travail libère, il m'a dit, l'humour libère. Et c'est ce qui m'a libéré, et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai toujours dessiné dans l'humour. C'est pour moi, vraiment ma bouée de sauvetage dans la vie. Et les deux dernières choses que je vais vous montrer, c'est le livre avec lequel j'ai grandi quand j'étais gosse. Tu l'as connu, toi? Non. C'est un livre qui a été fait en France en 1945. C'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale racontée aux enfants. C'est une réédition. Mon père avait ce livre dans sa bibliothèque. Je le connaissais par cœur. Et je recopiais les cases du livre sur des feuilles volantes. Et un deuxième livre que mon père avait dans sa bibliothèque, c'est aussi une réédition que j'ai trouvée. C'est les meilleures caricatures qui ont été faites contre Hitler dans la presse des forces alliées. En France, il n'y avait pas de presse libre après l'occupation, mais en Angleterre, aux États-Unis, en Russie, oui. Et je recopiais les caricatures d'Hitler. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier, en recopiant et en allant chercher l'humour comme bouée de sauvetage, en fait, pour se tenir droit dans la vie. Et je pense que Serge avait ça aussi. Et donc, je vous dis dans la dernière chose, c'est que le livre se termine sur une soirée de blagues de Shoah qui a eu lieu chez moi à la maison, qui a été très dur à traduire en hébreu parce que je ne pense pas que l'hébreu soit aussi souple que le français pour les jeux de mots. Je ne vais pas vous les dire tous, mais je vais vous raconter une blague qui est vraiment l'essence de l'humour juif à propos de la Shoah. Il y a deux juifs qui décident d'assassiner Hitler. Et ils l'observent et ils voient qu'il arrive tous les jours à 5 h du matin au bureau. Et ils prévoient, ils observent pendant 1 mois et demi, mais pile, les Allemands, ils étaient très ponctuels, vous le savez. 5 h, il arrive avec sa voiture au travail. Ils disent c'est très bien. À 5 h moins le quart, on va se mettre dans l'enfoncement de la porte avec notre flingue. À 5 h, on tire, on part. Parfait. Ils décident d'une date et ils sont là à 5 h moins le quart. Ils attendent, ils sont fébriles. Ils vérifient qu'il n'y a rien, des balles dans le canon, tout, c'est parfait. 5 h moins 5, moins 4, moins 3, moins 1, 5 h, la voiture arrive. 5 h 1, 5 h 2, à 5 h 7, la voiture n'est toujours pas là. Et il y en a un qui voit son copain qui ne tient pas en place, il dit mais qu'est-ce que tu as? Il dit pourvu qu'il ne soit rien arrivé.